Bienvenue aux grandes entrevues de la petite relève, des entrevues avec des humoristes qui apprennent, qui font partie de la relève, même si ça fait parfois 20 ans qu'ils font ça. Bonjour Renzel. Bonjour. Comment ça va? Super, et toi? Renzel, je t'ai pas répondu. Ça va bien. Oui. Renzel, ça fait 20 ans Tu peux que m'appeler t'es dans... Renzel en français. Je sais pas pourquoi les gens font ça. Les gens disent souvent ça Renzel. 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 Ben, parce qu'on copie-colle sur... Non? Denzel? Je sais même pas c'est quoi le... Je sais même plus c'est quoi le nom du vrai gars. Denzel. Denzel. Denzel? Oui. Les gens disent pas Denzel Washington. Mm-mm. Ils disent Denzel Washington. Mhm. Black people do. Les noirs, oui. Ah Je sais ouais. pas, j'ai pas sondé tout là, mais oui. René. Mais bon, oui. Renzel. Renzel. Enchanté. Ah, enchanté. Ça fait 20 ans que t'es dans le show business. T'étais où avant Black Lives Matter, mettons? J'étais où? Dans le même corps, sûr. Mais qu'est-ce que tu veux dire par j'étais où avant? Genre le moment avant, l'année avant, la décennie avant? J'ai 43 ans quand même. Ben, je pense qu'on a entendu beaucoup parler de toi dans les dernières années. On t'a vu évoluer sur Instagram. On t'a vu prendre position. On a entendu parler aussi de tes soirées Bad Boys du Rire, qui sont comme une plateforme qui sont comme un safe space pour les personnes racisées pour prendre leur place sur scène. Puis on aura l'occasion d'en parler. Mais avant, t'étais dans le show business aussi. Oui. Tu faisais quoi? Ben moi, en fait, ça fait... La dernière fois que j'ai eu une job, à proprement dit, j'avais peut-être 20 ou 21 ans à peu près. Ça fait 20 ans maintenant, 22 ans que je suis dans le show business. J'étais un promoteur dans les clubs quand j'ai commencé, en sortant de l'école et pendant que j'étais au cégep. Je fais partie de l'équipe originale qui a créé les dimanches au Beach Club à Pointe-Calumet. OK, donc c'est toi qui as inventé le Beach Club. Je n'ai pas inventé, puis surtout l'image qu'elle a aujourd'hui, je ne prendrais certainement pas le crédit. Mais le Beach Club existait déjà, mais à ce moment-là, j'étais, moi et deux autres promoteurs, on faisait probablement certaines des plus grosses soirées de musique électronique à Montréal. Puis on a commencé cette soirée, on était promoteur dans une place qui s'appelle le Red Light à Laval. Puis tous les dimanches matin, le monde se demandait où aller, t'es encore un peu gelé, tout ça. Puis on est allé voir les propriétaires de cette place-là. C'était un wake park qui faisait rien dedans. On a dit, écoute, nous, on serait intéressés à faire des événements ici tous les dimanches à partir de midi. Puis les jours fériés, on a commencé à aller à New York, aller chercher des gros DJ, faire venir Danny Tenegliar, même Van Alden, des trucs vraiment fous. Puis ça a commencé quelque chose qui, 20 ans plus tard, ressemble à ce qu'on connaît aujourd'hui, ouais. T'as-tu l'impression que tu t'es fait voler un peu Non. le crédit sur ça? Non, je pense que le crédit, je le veux pas en vrai. Ouais. Tu sais, une de mes lignes préférées, moi, j'utilise beaucoup la musique, puis comme l'industrie de la musique, c'est de là que je viens, on va en parler après, mais il y a, comment il s'appelle? Rick Ross qui parle un jour avec Puffy. Puffy le gérait à ce moment-là, puis il avait mis une chanson gratuite, une chanson qui s'appelle BMF, qui est devenue un de ses plus grands hits, là, top 5 de un de ses plus grands hits, puis Puffy dit, pourquoi tu donnes ça gratuit, man? Tu perds de l'argent. Puis il dit, ça, c'est seulement parce que tu penses que je vais juste en avoir un. Ouais. Fait que, tu sais, le Beach Club, c'était une chose, mais par la suite, j'ai quitté ce monde-là parce que au moment où je le vivais, c'était une des guerres des motards. Un des clubs avec lesquels je travaillais, il y a eu une explosion 5 minutes après que je passe devant. Mm. C'était un close call, puis j'ai dit non, je veux passer à autre chose. Puis à ce moment-là, je commençais déjà à travailler avec un groupe R&B local que j'avais rencontré au récital de danse de ma sœur. Un récital de oui. danse. Oui. Comme juste là, juste avec le mot récital, on sait que c'est comme C'est bien propre. C'était bien. C'était du ballet, tout ça. J'aime beaucoup le ballet, d'ailleurs. Puis, je rencontre un groupe dans lequel il y a un gars qui s'appelle Corneille, un gars qui s'appelle Gage et Gardy. Puis, je suis devenu par la suite le gérant de ce groupe-là. Quand le groupe s'est séparé, Corneille et moi, on est devenus associés. J'ai produit avec lui son premier et deuxième album, produit ses tournées. J'étais son gérant de facto pour le monde. OK, fait que t'as déjà fait beaucoup d'argent. Quand même. Quand même. J'ai eu une belle vie, toute chose considérée, mais je veux dire, quand les gens parlent de ça, je leur dis souvent, tu sais, le jour où j'ai commencé à faire un peu d'argent, j'ai commencé à côtoyer des gens qui font du vrai argent pour vrai. Fait que c'est relatif, tu sais. J'ai côtoyé des gens qui mettent leur Lamborghini dans leur avion pour venir à Paris, tu vois. Ça, c'est faire de l'argent. Ouais. OK, Oui. fait que tu confirmes que même quand tu réussis d'une certaine manière, tu t'es jamais vraiment
Il y a toujours plus haut à aspirer à. Je veux dire, si ta réussite, elle est financière, ouais, tu finiras jamais, en fait. Uh-huh. Tu finiras jamais. Moi je suis très autodidacte dans la musique. Je suis allé à Trébas faire le cours de gestion des arts et tout. Mais bien avant ça, je suis allé à mon cours, je suis arrivé puis je donnais des cours. Ouais. Parce que je lisais énormément. Puis j'avais lu un livre d'un gars qui s'appelle Russell Simmons qui a parti Def Jam. Bon, aujourd'hui, on sait plus sur lui, mais dans ce livre-là, j'avais repris quelque chose, c'est Life, Death and Music, un truc comme ça, mais c'est un très bon livre, OK? Où il disait, tu sais, moi, quand j'ai commencé à travailler dans la musique, j'espérais seulement qu'on me donne assez pour manger, payer mon loyer, puis j'aurais été heureux. Mm-hmm. Puis je pense que dans les 20 dernières années, même si j'ai eu la chance de faire beaucoup d'argent, ça n'a pas changé. Ouais. Tous les jours, je suis mort de rire parfois de savoir que, en vrai, si tu m'avais donné assez pour manger, payer mon loyer, j'aurais été heureux. Pourtant, je me fais payer pour faire quelque chose que j'adore, en fait. Uh-huh. Fait que T'as-tu l'impression que plus t'en as, plus t'en veux? plus j'en ai de quoi? D'argent, mettons. Non, plus j'en ai eu, moins j'en voulais. OK. Parce que, justement, le milieu est inconfortable. Ouais. Tu sais, je viens à Montréal, ma famille est pas riche. Mm-hmm. Fait que, tu sais, plus t'en as, plus tu te sépares des autres, si tu veux. Ouais. Puis dans l'autre monde, si on veut, là où les gens ont beaucoup d'argent, ils en ont toujours eu beaucoup plus que moi. Je veux dire, moi, je pense que j'avais juste un peu d'avance sur les gens de mon âge. J'ai jamais été riche, en fait. J'ai fait juste plus d'argent que les gens de mon âge, un peu plus vite, mais tu sais, c'est tout. Ouais. Puis qu'est-ce qui a mené à... Tu sais, qu'est-ce qui a fait... Tu sais, ça va bien, ces affaires, Corneille? Qu'est-ce qui a mené à, pas votre séparation, mais je sais pas si t'es à l'aise d'en parler. Ah, certainement. Ben, je veux dire, je pourrais te parler du moment déclencheur, mais je pense que ce serait plus riche de dire qu'on était... Tu m'as parlé de Black Lives Matter tout à l'heure. Puis on était à des opposés dans notre politique. Dans vos valeurs? Ou plus que les valeurs, parce que je pense... Il y a des gens qui définissent la politique comme ton investissement social dans l'espace dans lequel tu vis, tu sais. Puis je me souviens j'en ai parlé déjà... Je me souviens d'une fois où on était le premier artiste local à faire le Centre Bell. Mm-hmm. Okay, c'était un grand moment, tout ça. C'était pour nous, en tout cas, c'était un grand moment. Puis au moment, c'est moi qui fais la prod exit du show. Et il me dit un peu ce qu'il veut. Puis on se retrouve à avoir 17 personnes sur scène, tu sais. Puis quand je regarde le truc, je dis, tu sais, je l'appelle, puis je dis, tu sais, ça me rend mal à l'aise parce qu'il avait des cordes avec lui, là. Ouais. Puis je dis, tu sais, il y a 17 personnes sur scène, puis t'es le seul noir quand même. Puis moi, ça me rend mal à l'aise parce que déjà, avant même qu'on soit dans notre position, sachant qu'à ce moment-là, on est un des plus gros shows dans la francophonie, tu sais. Puis là, on est dans les débuts des années 2000? Non, là, on est, je sais pas, je te dirais on a arrêté de travailler ensemble quand j'ai eu 30 ans à peu près, fait que c'était 2005 à peu près, 5-6. Puis je dis, tu sais, on est arrivé ensemble, tu sais. Moi, j'ai hustlé pour rentrer dans des parties de la 10 pour faire du networking parce que c'est pas vrai, j'avais 500$ comme jeune homme pour aller là-dedans, tu sais. Fait que je rentrais par une porte, je rentrais par les égouts, j'ai fait comme que je peux. Je savais, tu sais. Puis une fois qu'on a eu ces opportunités-là, j'étais comme, tu sais, l'expérience qu'on est en train de donner à des gens en ce moment, ben cette expérience-là, elle a beaucoup plus de valeur pour des gens de couleur comme nous parce qu'on le sait déjà que personne nous engage. Ouais. Puis j'étais mal à l'aise dans cette association qu'on avait, lui et moi, de faire partie du problème, en fait. Mm-hmm. Tu sais, puis c'est des réflexions que tu avais déjà en 2005 alors que, tu sais, c'est des enjeux de société, puis je parle pas juste des enjeux des personnes racisées, mais les enjeux de société en général, on les voyait moins, ou on était peut-être moins éveillés à ce genre de questionnement-là. Ouais, je pense peut-être la population générale, mais nous, on est dans notre corps depuis longtemps, fait que, tu sais, que ce soit d'éducation intergénérationnelle, c'est ça, nouveau. Tu sais, ma mère, elle est arrivée ici à l'âge de 15 ou 16 ans, elle m'a raconté c'était quoi vivre au Québec à ce moment-là, tu sais. Ouais. Non, je pense que c'est peut-être mais plus dans l'actualité, on en mettons. discutait moins, tu sais. Puis quand je dis pas juste les enjeux raciaux, il y avait comme... Je parle pour moi, mettons, les enjeux féministes en 2005, c'était... Tu sais, on le savait, mais on n'en discutait pas. Tu sais, c'était pas quelque chose
on n'était pas aussi sensible, on voyait peut-être pas autant le big picture En fait, tout moi, le temps. j'ai envie de Ouais? te dire que non, I was always that guy. OK. Tu sais, les gens, des fois, ils sont un peu... moi, on m'a accusé d'utiliser ce qui se passe en ce moment à mon avantage. Ouais. Puis là, je suis comme... Probablement, s'il y a quelqu'un qui veut l'entendre, là, chaque fois que j'ouvre la bouche pour parler de Black Lives Matter et des droits, il y a un numéro de plus qui s'efface dans mon téléphone, OK? Ouais. Les gens... Ouais, les gens, ils sont sous-estiment, allergiques à ça. ouais, à quel point Euh, prendre position, c'est taxant, ça t'enlève quelque chose aussi. Oui, ça te coûte Ouais. régulièrement. Puis quand je suis déjà noir à la base, Ouais. les gens, ils ont une appréhension que je connais pas. Tu sais, des fois, je pose des questions parce que pour vrai, je sais juste que l'appréhension, elle existe. Tu rentres dans un building, sur la rue, il y a plein de gens de couleur. Tu rentres dans un building, il n'y en a plus. Tu sais. C'est OK, ici, c'est un endroit peut-être, possiblement, probablement, il y a une Ouais. appréhension vis-à-vis de quelqu'un qui me Ouais. ressemble. Puis en plus, je vais venir parler de trucs de droits des gens de couleur. Tu sais. Ouais. Fait que des gens qui me reprochent de prendre ça, mais je suis comme, non, tu sais quoi, j'ai un podcast, moi, avec des amis d'enfance depuis 2010, on va dire à peu près. Puis on est à 10 depuis ce temps-là, tu sais. Cette conversation-là, moi, quand j'ai vu le film Malcolm X quand j'avais 14 ans, Ouais. je suis sorti de chez nous, pompé. Le temps que j'arrive au dépanneur, le gars, il veut fouiller mon sac parce qu'il est convaincu que j'ai volé quelque chose. Puis je suis comme, hey, c'est le dépanneur à côté de chez nous, je suis ici tous les jours. Tu veux vraiment m'humilier comme ça? Ouais. Puis mon discours a changé ce jour-là. Quand j'ai vu Malcolm X, quand j'ai vu ce que ça avait l'air d'un homme qui est au travers de... Parce que mes parents sont des immigrants, fait il y a quelque chose chez l'immigrant instinctivement. Il arrive, il dit, je veux pas déranger. C'est normal. Moi, je suis pas immigrant, je suis citoyen, je suis né ici, je ne connais pas d'autres réalités ou d'autres patries. Donc, on m'a enseigné ça un peu. Ouais. Mais sans comprendre le profond de ouais, si jamais tu as l'air de déranger, excuse-toi, puis essaie de passer à autre chose. C'est comme ça que j'ai été élevé, tu comprends? Ouais. Puis après avoir vu ce film-là, c'est la première fois que je me suis levé debout en mode OK, ben, moi, je peux faire, mais si tu veux faire, ça va te coûter. C'est-à-dire, si tu veux que j'ouvre ton sac, j'espère que tu vas être prêt à t'excuser au moment où tu verras rien. Et si tu n'es pas prêt à le dire maintenant, il n'y a pas de sac qui va s'ouvrir, tu peux appeler la police tout de suite. Si tu veux perdre C'est ton un temps, on grand va risque perdre à notre temps. prendre. Pardon? C'est un grand risque à prendre, de dire tu vas appeler la police. Je l'ai fait à plusieurs reprises dans ma vie, cher. Ouais. Oui, c'est un risque parce que, je veux dire, la dernière fois que j'ai été menotté, c'était pour ça. J'étais Ouais. au coin de chez nous, dans mon Jeep. Mon Dieu. Pardon? Mais tu sais, je veux dire, je n'ai jamais été menottée. Je veux dire, je peux pas. Ah non, moi je te parle là de... je tourne le coin de la rue, le policier me voit, il passe à côté de moi, il dit au gars derrière moi de le laisser passer. Moi, je me stationne parce que j'arrive chez nous. Lui, il pense que je me stationne parce que j'essaie de... Je sais pas, je suis un criminel, il a déjà mis ça dans ta tête. Fait que moi, je stationne, je suis rendu chez nous. Je me mets à marcher. Là, j'ai 2 personnes avec un gun. Ils sont comme, hey, tu t'en vas où là? Tu t'en vas où? Je suis comme, je m'en vais chez nous. Puis à terre, truc, machin. Tu sais, quand tu restes dans ton quartier, entre 4 rues, dans ton hood, si tu veux, peut-être t'es moins sollicité par certaines choses, mais moi, j'ai été assez chanceux. Je vais au soccer à haut niveau, très jeune. J'étais dans les cadets. J'étais dans plein d'endroits où peut-être on m'attendait moins. Fait que mes interactions avec la police ou les personnes en position d'autorité dans ma peau de jeune noir, enfant souvent, elle a été brusquée et violentée depuis tellement longtemps que mon activisme aujourd'hui, et ça, how I make sense out of it, de tout ça. Ouais. L'activisme, c'est le seul endroit où j'ai pu trouver un peu de pouvoir, un peu de contrôle, un peu de quelque chose à quoi m'accrocher parce que la vie dans le corps d'un noir, c'est de te mettre, des fois, de te faire mettre dans une machine à laver sans avertissement, tu vois. Ouais. Juste, t'es sur ta route, puis... Ouais. Fait que de m'éduquer, de militer, d'éduquer les autres, ça m'a aidé à avoir un peu de... Fait que quand tu dis, ouais... Non, en fait, j'ai toujours... Ouais. Je pense qu'à l'âge de 14 ans, quand j'ai vu ce film, j'ai pas changé depuis. Qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'a amené à l'humour? À l'humour, Ouais. j'ai toujours aimé. Mais mon père avait son frère et sa soeur qui vivaient à New York. Puis nous, quand on était jeunes, tous les 2 week-ends, on allait à New York. Puis à ce moment-là, à BET, Black Entertainment Television, après 11 heures, c'était de l'humour toute la nuit. C'était la programmation de nuit. Puis moi, quand tout le monde allait se coucher, je regardais la télé jusqu'à temps que je m'endorme. Puis j'avais un amour profond pour l'humour. Mon grand frère Harold, par son âme, était un gros fan d'Eddie Murphy. Fait que
j'écoutais des choses comme ça très jeune. Puis à l'âge de 20 ans, à Juste pour rire, à un show qu'il y avait ici, j'ai vu Dave Chappelle être MC d'une soirée qui s'appelait Uptown Comics. C'était lui et un drummer, Tony Albino, un gars de Montréal. Ouais. Puis je l'ai vu faire quelque chose que je ne savais pas si c'était possible de... Tu sais, le gars, il joue des gens. Il joue des gens comme si les gens dans la salle sont son instrument. Puis quand je vois ça, je tire ma révérence. Je dis, ouais, non, non. Puis à mes 40 ans, après avoir fait tout ce que j'aurais pu faire dans la musique, j'avais pris ma retraite déjà, ça faisait peut-être 2 ans. Je m'étais donné un bail. Ça faisait 2 ans que j'avais pris ma retraite. J'étais en télévision à ce moment-là, en production télé. Puis j'ai besoin de me challenger. Puis je suis à Paris l'année d'avant, puis je parle à mon bon ami Ben, puis je lui dis, ouais, j'ai envie, puis il dit, why not? Tu sais, pas de résistance. Ouais, peut-être je devrais. Puis je croise un gars, Claudel, petit frère, un gars qui a joué avec Bad Boy, avec nous dans Bad Boy depuis le début, qui me dit qu'il fait un gala. Puis je lui demande 5 minutes, il me les donne. Je suis monté sur scène, jamais quitté. Simple as that. Ça fait aujourd'hui, j'ai 43. Fait que c'est ma 4e année. Comment ça s'est passé ta première fois sur scène? Ça a été quoi la... T'étais-tu bon? À comparer aujourd'hui, non. L'expérience pour moi était comme quelque chose de... Tu sais, je repense souvent. Quand j'y repense, je repense à 2 choses. La première qui est, moi qui essaie de sortir de ma voiture, puis ma main shake tellement que j'arrive pas à attraper le truc. Puis je veux dire, j'ai fait beaucoup de choses. Moi, quand on était à La Rochelle, premier gros concert de Corneille il y a des années de ça, au Francophonie La Rochelle, Foulquier, la fille de Jean-Louis Foulquier, j'ai oublié son nom, je vais le dire maintenant, qui faisait le plateau urbain, doit aller faire une entrevue à la radio, puis c'est elle qui faisait le MC, tu sais. Okay. Puis elle aime ma vibe, elle a l'air de penser que j'ai une vibe d'artiste. Elle dit, ouais, je dois aller faire un live là, c'est toi qui vas présenter les choses ce soir. Pardon? Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Fait que là, je me retrouve devant 35 000 personnes à devoir réchauffer un peu la salle, puis faire le truc entre les deux. J'étais jamais monté sur scène, l'envie d'être sur scène. Puis quand même, quand j'ai fait ça devant 35 000 personnes, j'ai pas shaké comme ça. Là, je m'en allais faire un truc devant 50 personnes, je peux pas... Je ne contrôle plus mon corps. Je suis comme, pourquoi je me fais ça? Puis après l'avoir fait, j'avais l'impression d'avoir bâti quelque chose. Tu sais, comme quelqu'un qui vient de finir une maison pour des pauvres. Tu sais, je dis, moi, je change le monde. Puis ce feeling-là, je le garde avec moi jusqu'à aujourd'hui, puis j'ai jamais quitté la scène, en fait. C'est comme une drogue, hein? La scène? Je sais pas si t'es familier avec la drogue, là, mais... Rien de ce qui... J'ai jamais rien fait de dur. OK. J'ai jamais rien fait de dur, on va dire. Ouais. Mais c'est... je sais pas, je suis sûr que tout le monde a un peu ces trucs, mais moi, si... Le côté qui est la drogue, c'est le rire des gens. Tu sais, moi, je dis souvent, les humoristes, ceux que j'aime, ceux qui sont les meilleurs, souvent, c'est des clowns tristes. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a abondamment de tristesse en lui. Puis le rire m'a permis de rendre les journées mieux, tu sais, un peu plus gérables. Ouais. Et aussi, genre, surtout quand tu as des gens autour de toi qui vivent des choses, des trucs machin, de faire l'attention. Le rire m'aura servi à ça toute ma vie. Ouais. Aujourd'hui, quand les gens quittent un show de Bad Boy, un de mes shows, puis ils n'ont pas besoin de le dire, je sens qu'ils sont plus légers quand ils sont arrivés. Ça, c'est ma drogue. Alors, ben, quand on va à la soirée Bad Boys du Rire, il y a aussi comme... C'est toute une expérience parce que... Puis c'est vraiment, j'imagine, la raison pour laquelle t'as mis sur pied cette soirée-là, on le sent rapidement qu'on est dans un espace où quelque chose de différent peut arriver. Okay. Ben je pense que c'est la définition d'un safe space, c'est-à-dire que c'est comme... C'est un espace pour que les gens puissent être eux-mêmes. C'est un espace... C'était quoi la volonté? Puis c'est arrivé vite quand tu as commencé à faire de l'humour que tu as mis sur pied cette soirée-là. Oui. C'était quoi ton intention? Ben, ça fait longtemps que je suis dans... Tu sais, je dis souvent, je suis un designer de vibe. Tu sais, j'étais promoteur dans des clubs. Ensuite, j'étais gérant, producteur de Corneille. On produisait des tournées. Tu sais, quand Michael Jackson est mort, le spectacle d'hommage à Michael Jackson, c'est moi qui l'avais produit. Tu sais, je design des vibes depuis longtemps.
Fait que ça, c'est mon métier qui crée une expérience sur ce que tu peux. Mais l'intention pour moi et pour les autres, sachant que ça part un peu de mon cœur, mais je le partage avec tout le monde, ce safe space-là, j'en avais besoin, moi, avant tout le monde. Pour plein de raisons, tu sais. Mais la première, c'est de dire, c'est un luxe extraordinaire pour une personne de couleur, comme ça peut l'être, je suis sûr, pour une femme ou une personne homosexuelle ou LGBTQ identifiable, de jamais à douter que la raison de ton succès ou de ton insuccès est basée dans ça. Ouais. Right? Fait que quand à Bad Boy tu réussis, que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois gay, si ça marche, c'est pas parce que les gens te prennent pour un clown à cause de ce qui te rend différent. Puis quand ça marche pas, c'est jamais pour ça non plus. Non. Puis le safe space, c'est un safe space émotionnel. Ça, c'est l'idée de douter de toi-même constamment comme ça. C'est ça qui donne le cancer, G. Ouais. Tu vois, je veux dire, genre, Ouais. d'avoir un espace comme ça qui te donne une petite pause de ça, qui te permet de te célébrer toi-même. Oui, les gens te célèbrent, mais tu sais, c'est fucked up de célébrer une victoire puis de dire, ouais, mais c'est parce que tout le monde était blessé ce jour-là. Ouais. Tu sais, c'est parce que les jeux étaient pipés pour moi La d'un côté. catégorie était trop facile ou... Peu importe le truc. À Bad Boy, il y a... It feels even. Ça a cet effet-là aussi, pas juste sur les personnes noires. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est un safe space où tout le monde peut être différent. J'espère. Je veux dire, si c'est comme ça que tu le perçois, Mais je veux dire, moi, suis content. je pensais que j'allais voir sur scène juste des personnes racisées parce que Ok. je pensais que c'était ça le concept de ta soirée, mais je vois, tu sais, qu'il y a des Val-Belzile, il y a des gens que je connaissais pas qui sont pas nécessairement racisés, mais qui arrivent avec une vibe qui fitterait peut-être moins dans un bar ou qui fitterait moins dans une autre soirée plus mainstream. À quel moment tu as compris que ça peut être un lieu comme ça pour tout le monde? Ben, tu vois, genre, pour les gens qui écoutent à la maison, je voudrais pas qu'ils pensent que c'est un espace de weirdo parce que c'est pas ça, tu sais. Au sens où, je veux dire, si j'ai l'air normal, ben moi, je suis weirdo. Fait que weirdo se définit de tellement de manières, right? Moi, je pense qu'on est rendu à 2021 aussi proche qu'on va être du tipping point. Je pense que les gens sont fatigués de manger du McDonald's. Tu sais, un truc préfabriqué, pré-pensé, où le taste flavor, c'est comme une étude des 25 dernières années. Mais les 25 dernières années, dans la salle, il y avait toujours que des hommes blancs, en fait. Ouais. Right? Fait que les taste buds ont toujours été décidés, designés par des hommes blancs. Mais ce que des gens, peut-être comme toi, je sais pas où tu as grandi, mais ce que des gens ne savent pas, c'est que pendant que ces choses-là existaient, les communautés marginalisées, l'underground, comme nous, on fonctionnait, Ouais. on vivait, on communiquait, Ouais. on créait, Fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un arrive chez nous, ils sont comme, oh my God, bon, premièrement, je m'attendais à une chose, je me rends compte que c'est pas une autre, que, tu sais, je jouais il y a 2 semaines, en sandwich entre Rosalie Vaillancourt puis une autre personne super connue, tu sais. Il y a quelqu'un qui est en contexte au Bad Boys dira, ah, tu sais, c'est bien, mais peut-être que ça fit juste là. Mais dans ce contexte-là, j'ai tout arraché, tu sais. Parce que oui, je suppose que si un homme blanc quelque part avec ses valeurs et ses préconceptions, il se dit, ouais, non, je pense pas que ça marche chez nous. Mais le public à Netflix, le public est ouvert sur le monde depuis longtemps. Aujourd'hui, le public est ailleurs. Fait que on est dans un tipping point où nous, Bad Boys, Bad Girls et d'autres projets comme ceux-là vont continuer à prendre la place. Des gens comme moi qui se détachent un petit peu, qui sont un peu plus célèbres, si on veut, ou que les gens connaissent un petit peu, ils vont en avoir de plus en plus. Puis la force de toutes ces choses-là vont faire en sorte que l'intérêt vers ce qui était ancien va se dissiper. Puis, la chose la plus difficile pour quelque chose comment on dit, une compagnie ou un projet qui existe depuis longtemps, c'est de se renouveler, de donner l'impression aux gens que moi, je me suis refait une beauté. Ouais. C'est quasi impossible, en fait. Nous, on a l'avantage de donner l'impression d'être nouveau, puis d'être fucking bon aussi. Ouais. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on joue devant des salles combles. J'espère qu'on va continuer à avoir plus de salles, plus de nombre, de voyager aussi, parce que ça fait partie du plan. Montréal, créativement, est un des endroits à avoir, tu sais,
tu sais, les gens pensent Arcade Fire, qui vient d'ici, par exemple. Mais on est le trou du cul du monde. Et c'est comme ça ici, Montréal. C'est gros comme ça. Céline Dion, ou un Corneille, ou plein de choses. Tu sais, Cirque du Soleil. C'est gros comme ça. Ouais. Mais il y a quelque chose dans l'eau ici, Montréal très spécifiquement, qui, je pense, a quelque chose qui peut être universel. Puis ça, je le savais il y a 20 ans quand je travaillais avec Corneille. Puis des gens, tu sais, je travaillais dans les clubs. Fait que je recevais beaucoup des artistes qui venaient en ville. C'est comme ça que j'ai fait beaucoup de mes réseaux de contacts, right? Puis ils arrivaient ici, puis ils disaient, man, c'est fucking génial parce que c'est vrai que c'est petit, mais une fois que tu arrives dans une bulle comme la soirée des Bad Boys, tu sais quoi, je me sens comme à New York, mais en français. Mais c'est vrai, ça donne cette impression-là parce qu'il y a. Je pense que, tu sais, le fait déjà que c'est bilingue, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve presque juste à Montréal, tu sais, embrasser aussi fortement le bilinguisme, tu sais, d'avoir des discussions qui sont à moitié en français, à moitié en anglais, d'avoir cette diversité-là, d'avoir, tu sais, je pense que ça donne une vibe créative qu'effectivement on voit à New York, par exemple. Je pourrais pas répliquer ailleurs, mais ajoute le facteur européen, français, francophone. Les immigrations souvent sont aussi plus francophones, tu sais. J'en veux souvent aux médias de ça, de ne pas parler de ça, parce qu'on s'éduque très peu de ça. Quand les gens décident de venir au Québec, ils viennent de plein d'endroits, mais il y a une forte immigration francophone. Ces pays-là ont des histoires. Puis tout ça vient dans le pot, puis crée du nouveau encore, tu sais. Puis c'est ça la richesse de Montréal. Puis je veux dire, des fois, quand je l'explique, je dis, moi, ça va me faire plaisir d'aller à Matane un jour. Mais je sais que je risque de me rendre à Paris bien avant. Oui. Je comprends. Renzel? Oui. Ça vient d'où, Renzel? En fait, mon nom, c'est René. Ton nom? Ben, peu de gens m'appellent comme ça. En fait, si quelqu'un m'appelle comme ça, je présume que je dois de l'argent parce que personne m'appelle comme ça. Fait que, puis c'est aussi le nom de mon grand-père. Puis Renzel, c'est un nom d'artiste, mais c'est un nom d'artiste que je porte depuis 10 ans maintenant. Fait que c'est mon nom. Quand les gens me demandent, je dis c'est peut-être pas mon nom gouvernemental, mais c'est mon nom. Moi, je suis de la génération des Anne-Marie Wittenshaw, Rebecca McConnell, comme ça. Puis je veux dire, des fois, les gens me disent je trouve ça drôle parce que des fois, les gens me disent qu'ils me trouvent beau, mettons. Qui te trouve beau? Mettons. Mettons. Puis je suis comme, c'est drôle parce que moi, je suis un petit nerd qui a toujours été laid. De me considérer comme attractive, c'est quelque chose qui me défie. Fait que comme je te dis, moi, aujourd'hui, je jouis de like some pretty privilege, mais c'était pas toujours ça. Puis donc de ma cohorte, si on veut, des gens de mon âge, il y avait Rebecca McConnell, Anne-Marie Wittenshaw, qui se faisait un malin plaisir d'être un peu des mean girls avec moi. Puis on se croise au lancement du livre de René Angélil. Et Rebecca McConnell... Non, c'est Anne-Marie qui dit « Ouais, malheureux. » Elle dit « C'est plate, hein? Peu importe ce que tu auras accompli dans la vie, sachant qu'à ce moment-là, j'ai déjà vendu 1 million d'albums d'un artiste black qui vient de Montréal, qui s'est enfui du Rwanda. C'est un truc où est-ce que... Belle histoire, genre, là. Tu sais, si j'étais l'homme que j'étais aujourd'hui, au moment où elle me dit « Ouais... elle me dit ce qu'elle a dit, j'aurais dit Who are you? Genre, moi, je suis déjà arrivé là où je suis rendu. T'es drôle, toi, de penser que tu peux te définir pour moi. Mais bon, la vie fait des accidents. Fait qu'elle dit peu importe ce que tu auras accompli dans la vie, tu seras jamais un René important. Quand les gens ils vont dire René, ils vont jamais penser à toi. Ils vont penser à René Angélil, ils vont penser à René Simard, mais jamais au Québec ils penseront à toi. Puis, comme je te dis, c'était de l'enfantillage, c'était un peu de bullying, puis c'était la relation qu'on avait depuis qu'on était... Tu sais, c'était un peu comme ça avec moi depuis le début de nos carrières. Puis, je pense que c'est Rebecca McConnell qui dit tu devrais être comme... Au début, elle a commencé en disant que t'es comme un Puffy, puis après ça, elle a dit t'es comme un Denzel, tu devrais t'appeler Renzel. Puis ce jour-là, le jour du lancement du livre de René Angélil, j'ai changé mon nom. Depuis ce jour-là, je porte ce nom. Et Dashington, c'est un Russe qui vient me voir. À ce moment-là, quand j'ai commencé à faire de la scène, je m'appelais que Renzel, j'avais pas d'autres choses. Puis le gars, il dit Renzel, je trouve ça, I find it funny, je trouve ça drôle. Il dit, tu sais, nous, les Russes puis les Noirs, on est pareils. Je dis, ouais, pourquoi? Il dit, we like to start shit. J'ai dit, bro, on essaie juste de survivre, nous. Je sais pas c'est quoi votre délire à vous. Il dit,
Il dit, ah, I like your style, you should be Dashington. Je dis, ah, c'est bien ça. Et puis Tu t'es laissé définir par un Russe. Par un Russe que je ne connais pas, je peux même pas te dire son nom, mais en anglais on dit serendipity, je sais pas c'est quoi en français, comme tu sais, comme toutes les coïncidences de la vie qui font que j'y crois énormément, tu sais, comme je l'ai dit, j'étais un petit nerd bizarre. Tu sais, on n'a pas eu le temps de s'y rendre, mais avec une vie assez atypique. Moi, j'ai passé ma vingtaine à être payé trop cher pour voyager dans le monde entier. I've had a good life. J'ai eu une belle vie, j'ai eu de belles expériences. Tout à l'heure, je te disais le trou du cul du monde. Le gars qui a inventé Beats, là, un des partenaires dans Beats, qui est aujourd'hui Jimmy Iovine, qui est chez Apple Music, le patron d'Apple Music. Mais c'est lui qui m'a dit ça dans un petit meeting qu'on avait ici dans un café à Montréal, parce que les gens se connaissent de la même manière que j'ai quelqu'un à Montréal qui me fait rencontrer Wyclef Jean. Il dit, ah, Wyclef, on est tous les deux amis de Wyclef. Il dit, ah, Wyclef, tu devrais rencontrer ce gars-là. Puis moi, à ce moment, je travaille sur l'album de Gage, un artiste de Montréal. J'essaie d'avoir un feature de Wyclef sur l'album. Puis là, il me dit on me dit dans un restaurant, j'arrive dans un restaurant, puis il avait pas une bonne journée, il était un peu trop de cul ce jour-là, tu sais. Puis là, il fait un peu son fraîchier, puis il dit, tu sais, moi j'étais avec Diams la semaine dernière, tu sais, puis Diams à ce moment-là, c'est comme la star. C'est the shit. Puis là, il dit, moi j'étais avec Diams la semaine dernière, puis il dit, d'ailleurs, elle me parlait de Montréal, elle me disait que tu devrais rencontrer des gens, tu connais tous ces gens-là, puis là, je me rends compte qu'il est en train de me parler de moi. Ah oui, oui. Tu t'es fait comme, j'allais dire, white-splainé mais c'est Wyclef. Non, je me suis fait, il a essayé comment ils disent, il a essayé de stunt sur moi avec moi. Wow! Parce que Diane, c'était comme une cliente pendant un moment, c'est une bonne amie. Ben, c'était une bonne amie, aujourd'hui on s'est perdu de vue un petit peu, mais tu sais, j'ai une belle vie. De point, tu sais, j'ai une longue vie, j'ai une belle vie, une belle relation avec des gens partout dans le monde. J'ai des aspirations pour ma carrière aujourd'hui. La patronne d'une grande maison de production à Paris, c'est la personne avec qui j'allais voir tous mes concerts. C'était ma bridging, comme on dit. Tous mes concerts de Jay-Z à Paris, c'est avec elle. Puis aujourd'hui, c'est une grande, grande patronne. Tu sais, c'est pas la portion qui m'inquiète. Par contre, une rencontre comme celle-là avec toi, qui est la première de plusieurs, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la communication entre les gens qui, peut-être, je dis opposés, c'est pas vrai qu'on est opposés, mais tu me parlais de mon militantisme, on se parle pas assez. Tu sais, là, ce truc-là, je veux dire, moi, je suis un peu extrême dans ma manière de m'exprimer, puis dans certaines de mes opinions. Disons que je suis pas le noir que tu as l'habitude de voir à la télé, pas pour mettre personne en dessous du boss, mais tu sais, je ne suis pas là pour être d'accord avec personne. Ouais. Pour nous conforter, nous les Blancs, dans notre racisme ordinaire. C'est pas mon job, mais aujourd'hui, on est en 2021, puis des fois, les gens à la maison sont comme « Mais pourquoi on parle encore de ça? » Mais entre autres, parce que la discussion, elle est toujours en surface. Ouais. On va rarement en profondeur, de manière à remplir un peu les gens qui lèvent la main, déjà d'une part, et aussi à faire bouger l'aiguille. Donc, les années, comme l'aiguille ne reste jamais sur place, ça veut dire qu'elle recule, parce qu'elle n'avance certainement pas. Donc, je veux dire, une discussion comme celle-là, une première discussion comme ça, de voir des gens de ça, je veux continuer à participer dans des choses comme ça, parce que ma carrière en elle-même, je m'en inquiète pas trop. Je fais mon travail. Le système ne m'a jamais aidé à progresser. Dans ma première itération en musique, j'ai vendu 1,6 million d'albums. Ça a commencé mon sous-sol for real, là. Tu vois, je veux dire, genre... gérant, producteur, faire des choses, d'être en Afrique du Sud avec Youssou N'Dour, tu vois, je veux dire, en train de triper ma vie. J'ai vécu des choses, ma carrière ne m'inquiète peu. Mais par contre, moi, j'ai des neveux et des nièces, j'ai des amis, Montréal, ce sera toujours ma maison. Puis la raison pour laquelle j'ai besoin de rentrer dans le dash comme ça, c'est que j'ai besoin de voir l'aiguille bouger. Quand quelqu'un comme toi m'appelle pour me dire « on se parle-tu », je suis comme... Je suis excité parce que ça m'arrive trop peu souvent. Donc, je voulais prendre le temps de dire merci. Quelqu'un qui vient à Bad Boys comme tu es venu, juste pour dire, tu sais quoi, je veux en faire l'expérience. Tu sais, tu m'as dit, je pensais que c'était un truc. Mais moi, ça m'excite à mort parce que nous, on est là, on existe et on existe sans avoir besoin de l'aval de quelqu'un d'autre. Par contre,
en 4 ans d'existence, pour tous les humoristes, gens du métier, qui sont jamais venus voir ce qu'on fait, tu vois, je veux dire, on en Puis est à j'encourage les gens à le faire parce que pour de vrai, je pense que c'est par là que ça passe. Tu sais, quand j'entends des gens encore dire, mettons, ah oui, mais il n'y en a pas des personnes racisées ou il n'y en a pas des. Peu importe, là, tu sais, on n'en trouve pas des comédiens gays ou on n'en porte. Puis je suis comme, sortez de chez vous. Sortez de chez vous, allez dans ces espaces-là, faites un peu de travail supplémentaire. Puis je trouve que Puis je sentais quand je suis allée voir Bad Boys du Rire que, tu sais, t'es ému quand ta soirée termine parce que t'as l'impression... moi, ce que j'ai ressenti, c'est que t'as l'impression de faire quelque chose qui a du sens pour toi. Oui. Fait que j'imagine qu'à ce moment-là, tu sais, t'es content de ta carrière passée dans le show business, t'es content de faire du sens en ce moment, fait que le reste... Le reste, c'est là. Ça va tout tomber comme c'est supposé. Puis je ne savais pas que j'allais être ici aujourd'hui, pas vrai? Ouais. Puis est-ce que tu penses que l'aiguille va bouger? Je pense que l'aiguille bouge pour moi, hein, pour nous, pour les gens qui m'entourent, pour les gens qui font l'expérience. Elle bouge. T'es venu, t'as vécu quelque chose. Il y a un monsieur de 60 ans, un blanc, qui était venu chez nous. Puis il était comme... Il a insisté pour nous parler. Puis il a dit, moi, là, j'aime l'humour, OK? Puis moi, je pense pas que je suis un raciste, OK? Par contre, moi, je suis venu, puis j'ai vu 10 personnes. J'ai vu 10 personnes différentes. Puis à chaque fois, j'étais comme, ah, ben, regardons, je savais pas que ce point de vue-là existait chez une personne de couleur. Puis après ça, il est comme... Moi, je pense... Fait que là, aujourd'hui, je fais ma BA. J'ai appris quelque chose. Waouh. Un autre. Un autre. Un autre. Et ce que ça a fait à la fin, c'est de dire, en fait, je ne savais rien. Laisse-moi ouvrir mes yeux. Laisse-moi ouvrir mes oreilles. Donc, pour ces individus-là, dans l'échange, hein, parce que pour le gars sur scène aussi, nous aussi, on vous découvre en se permettant d'être nous-mêmes et voir comment c'est reçu. De savoir qu'il y a des gens qui sont cool avec nous aussi, en vrai, parce que tout était théorique jusque-là. Right? Fait que l'aiguille, elle bouge de manière réelle pour les gens. Maintenant, les systèmes, eux, je vais laisser les anarchistes s'en mêler parce que c'est presque irrécupérable à mes yeux. Il y a trop de gens qui ont avantage à ce que les choses ne changent pas. Et ces gens-là sont les gens avec le plus de pouvoir. Donc, tant que quelqu'un ne sera pas prêt à dire, you know what, on fait sauter la machine, on recommence. Nous, on a trouvé un petit coin. Puis comme on a une communauté, la communauté black, les gens de couleur à Montréal représentent 25% de la population. Pour moi, c'est même pas un risque, en fait, de faire ce que je fais. Right? Fait que mais ça donne qu'en ce moment, en temps de pandémie, nos open mic les jeudis, c'est la comedy room la plus remplie en ville, tu sais. Fait que we're doing something right. On est nouveau, on est excitant. Je sais pas pour le système. Je pense peut-être que si le public nous donne la chance d'avoir un peu plus de pouvoir puis de créer nos propres systèmes, si on veut, ou du moins d'avoir un peu plus la chance de s'imposer de manière... Parce que moi, je fais ça pour que dans 20 ans, quelqu'un qui est mon enfant ou quelqu'un de la génération de mon enfant soit pas comme à attendre un spot dans 6 mois parce qu'il est juste un noir par show joué. Right? Absolument. Puis je pense que ça fonctionne, puis je pense que tu fais bouger l'aiguille à ta façon, puis je trouve ça admirable. Merci beaucoup, Renzel. Merci à toi. Renzel. Je vais m'habituer. Écoute, je sais pas ce qui se passe au Québec. C'est d'angliciser le Renzel. Je sais pas. Mais I love it all. Merci. Merci à toi.